Bien, écoutez, on va s'inscrire tout à fait dans la suite. Alors, vous êtes le bienvenu. Tu es bienvenu, tu t'assois où tu veux. Nous nous inscrivons tout à fait dans la continuité de l'atelier précédent pour voir comment ça se passe dans la vraie vie, c'est-à-dire que la problématique qui a été expliquée, c'est la problématique qui se pose dans tous les pays et quelles sont les manières de voir des uns et des autres. Alors, c'est un travail donc qui est fait dans le cadre du GT Anticipé en univers incertain, qui comporte 3 sous-groupes. Un sous-groupe d'assurabilité, un sous-groupe sur les méthodes, puisque les nouveaux risques nécessitent de nouvelles méthodes, et notamment de travailler avec d'autres compétences, météorologues, géologues, etc. Et un autre sous-groupe qui travaille sur l'intelligence artificielle, puisque parmi les méthodes, il y a bien évidemment l'utilisation de nouvelles technologies. Donc ce groupe, bien sûr, de travail est comme, je crois, la plupart des groupes de travail, ouvert à tous. Donc si vous êtes intéressé, il suffit que vous vous inscriviez sur le site. Il y a un autre sous-groupe qui commence là avec le nouveau semestre, qui s'appelle « Repenser l'assurance ». Et ce qui fait un petit peu, qui a déjà, c'est pour ceux qui ont assisté à l'atelier de ce matin avec la CCR et le rapport dit Langrenay, c'est pour essayer d'approfondir cette partie de solidarité qu'il y a dans l'assurance, qu'il y a déjà dans les primes d'assurance. Donc, merci beaucoup de participer à notre atelier. Donc, Blaise Canto est Chief Actuary à Gann Assurance, et pour ma part, Florence Picard, je suis membre du Haut Conseil de l'Institut des Actuaires. Et sans plus tarder, je passe la parole à Blaise. Merci Florence et bonjour à toutes et à tous. Donc on va voir un panorama, enfin un certain nombre d'exemples de systèmes d'assurance climatique dans le monde, et l'objectif, ça va être de voir en quoi ils répondent à leur manière aux défis de l'assurabilité, et puis aussi quelles sont leurs limites et leurs risques. Alors, vous vous posez peut-être une question, est-ce que c'est nous qui avons le meilleur système au monde? Donc ça, je laisse le suspense, on verra à la fin, et je vous laisse vous faire une opinion. On en reparlera à la conclusion. Alors, on commence par un premier pays qui est proche de nous, c'est les Pays-Bas. Ce sont les Pays-Bas. Donc, alors vous connaissez la situation des Pays-Bas par rapport au risque de submersion et d'inondation, puisqu'il y a un quart de leur surface qui est en dessous du niveau de la mer. Et puis, il y a 2/3 de leur économie qui est située dans des zones inondables. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a un sinistre, un sinistre catastrophique, les dommages sont potentiellement extrêmement élevés. Et alors c'est pas moi qui le dis, c'est l'association des assureurs néerlandais. Ils considèrent que c'est un risque qui est non assurable aujourd'hui. Alors le deuxième facteur qui fait également qui contribue au fait que ce soit un risque non assurable, c'est le coût de la prévention. Et là, vous avez une image d'un des derniers ouvrages du plan Delta. Donc, vous voyez, c'est une sorte de bâtardeau, mais en mode XXL, on va dire. Et puis, en termes de coût, c'est également très cher. Donc, le plan Delta, pour rappel, c'est tous les ouvrages de digues, de barrages qui ont été construits à partir de la fin des années 50. Et au moment où ils ont lancé ce plan, c'est un investissement qui a représenté 20% du PIB néerlandais. Donc c'est un investissement énorme, et donc ce n'est pas une cotisation sur une prime d'assurance qui peut financer ça, c'est financé directement par l'État, c'est financé par en fait une taxe de l'eau qui permet d'entretenir tous ces ouvrages, et donc c'est l'État qui est responsable de ces ouvrages et donc des sinistres qui seraient liés à ces ouvrages. Et ce n'est pas non plus le fonds Barnier. Non, le fonds Barnier, effectivement, 200 millions.
Alors, quelle place pour les assureurs traditionnels et le marché privé, on va dire, dans ce risque? Alors, les assureurs, les polices MRH hollandaises, en fait, couvrent bien un risque d'inondation, mais c'est un risque d'inondation local. Alors, ils appellent ça local. Alors, c'est lié notamment aux défenses secondaires, ce qu'ils appellent les défenses secondaires, c'est-à-dire, en gros, tout ce qui est lié aux cours d'eau locaux, tout ce qui est lié également aux fortes précipitations, donc au cumul de précipitations. Et donc là, c'est l'assureur traditionnel qui va intervenir exactement comme en France, d'autres marchés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Alors, vous savez qu'en juillet 2021, il y a eu d'énormes inondations en Europe de l'Ouest, donc Pays-Bas, Belgique, Allemagne. Donc, ça a illustré un peu les limites de ce système. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait devant l'ampleur des dommages? L'État a déclaré une situation de catastrophe naturelle et a ouvert un fonds d'indemnisation. Sauf que les critères d'intervention de l'État, c'est-à-dire ce que j'expliquais avec les défenses primaires, etc., n'étaient pas établis. Et donc, c'était normalement à prendre en charge par les assureurs privés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grande confusion parmi les assurés. Ils ne savaient plus à qui s'adresser. Est-ce que c'était à leur assureur? Est-ce que c'était à l'État? L'État, on va le voir, parfois, il n'est pas très bon assureur quand c'est l'État en direct. Donc, il n'y avait pas forcément de processus d'indemnisation bien rodé. Donc, il y a eu des délais, des incertitudes sur la prise en charge. Donc, ça a été une source de frustration pour la population. Et ce qui ressort aujourd'hui, c'est que le marché de l'assurance plaide pour une couverture toute cause, c'est-à-dire des assureurs qui couvrent l'intégralité des risques d'inondation, quelle que soit, ou de submersion, quelle que soit la cause. Mais évidemment, ça veut dire un soutien de l'État derrière. Et donc aujourd'hui, c'est là où ils en sont. Ils sont à essayer de réfléchir quelle modalité doit prendre ce soutien de l'État. Et d'ailleurs, ils s'inspirent du système, notamment du système français. Ils sont en train de regarder un peu les différents systèmes pour voir quelle forme ça peut prendre. Alors on peut rajouter aussi un dernier point. Vous voyez, aucun mort aux Pays-Bas. Il y a eu plus de 200 morts, par exemple, en Allemagne. Et ça, c'est parce que ce matin, il y a eu une question sur, justement, en Espagne, pourquoi il y a eu autant de morts. Voilà, en fait, le choc que ça a été. Là, les gens sont très habitués. Il y a une prévention, il y a des procédures, en fait, qui sont très efficaces. Alors, ça fait une transition toute trouvée, effectivement, avec l'actualité récente, dramatique, en Espagne. Alors, en Espagne, comment ça se passe? Vous avez un assureur cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est vraiment une entité juridique indépendante qui dispose d'un capital, qui dispose aussi de moyens opérationnels, qui s'appelle le Consorcio. On n'en parle pas beaucoup dans la presse, mais c'est assez efficace. Ils publient des communiqués de presse en ce moment toutes les semaines, et ils ont ouvert près de 200 000 déclarations. Ils ont mis en place un partenariat avec les assureurs privés. Donc ils appellent ça une procédure opérationnelle spéciale qui permet en fait d'augmenter leurs moyens de gestion pour pouvoir faire face à l'afflux de déclarations. Et ils ont commencé à régler. Donc ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Ça existe depuis les années 50 aussi, ce consortio. Sauf que qu'est-ce qu'on a vu en Espagne? En fait, devant le choc, j'allais dire, un peu émotionnel aussi, et puis les victimes, il y a eu les gens se sont tournés vers l'État. C'est-à-dire que on sent que c'est un phénomène de fond, je pense, en particulier en Europe. Il y a un besoin de protection et des attentes fortes vis-à-vis de l'État. Donc c'est normal que l'État intervienne, puisqu'il faut réparer les infrastructures, il faut réparer les écoles, la voirie, etc. Mais on voit que de plus en plus, en fait, la population en fait, tient l'État même quasiment pour responsable si ils n'ont pas été protégés, etc. Alors, dernier exemple également, quand on regarde un peu cette interaction entre les assureurs et l'État. Alors là, pour le coup, en Italie, c'est un exemple où il n'y a pas de marché privé, en tout cas sur le risque séisme, sur le risque sismique. Et là, c'est un petit peu un exemple en fait, du fait que l'État seul n'est pas un bon assureur, puisque vous voyez, on a, alors ça date de 2009, le séisme de l'Aquila, et 3 ans plus tard, on avait toujours des personnes qui habitaient dans des tentes. Et aujourd'hui, vous voyez, 7 ans, là, il y a différents articles que j'ai trouvés, 10 ans plus tard, des gens qui n'ont toujours pas retrouvé leur maison.
Donc ça illustre la problématique de l'équation, je dirais, complexe de l'équilibre entre l'État et les assureurs. On voit bien que l'intervention de l'État, elle est nécessaire, elle est même attendue, elle est même demandée de plus en plus par la population. Et en même temps, l'État seul, ce n'est pas un bon assureur. Et on a aussi la question de la solvabilité des États. Aujourd'hui, les fonds, prioritairement, ils doivent être utilisés pour justement reconstruire les infrastructures publiques. Et ce n'est peut-être pas le rôle de l'État d'indemniser en direct. Voilà. Alors, dernier point, si on revient un peu sur la question des Pays-Bas, c'est le sujet des relocalisations. Alors, les relocalisations, c'est une idée, donc ça, c'est une idée qui est, en tout cas aux Pays-Bas, qui est très largement rejetée par la population. Il y a là-bas, ils ont un dicton, c'est Dieu a créé le monde, mais c'est les Hollandais qui ont créé les Pays-Bas. Donc ça illustre en fait les efforts qu'ils ont fait pour se protéger, gagner du terrain sur la mer. Et donc ils sont pas du tout prêts à abandonner cette démarche. Et eux, ils sont vraiment dans une démarche d'innovation, de prévention et d'innovation. Donc là, vous voyez, j'ai mis une petite photo c'est une ferme flottante qu'on trouve dans un port. Et donc, ils ont vraiment cette démarche d'innovation qui est complètement intégrée dans au-delà de l'assurance, en fait, dans leur vie, la vie civile. En même temps, on a un premier cas déjà de délocalisation forcée avec la capitale de l'Indonésie. Peut-être vous avez entendu parler de cette information. Donc Jakarta actuellement s'enfonce du fait de pompage de nappes phréatiques et donc va se retrouver déjà d'ailleurs sous le niveau de la mer. Et donc le gouvernement a décidé de déplacer la capitale. Donc c'est un peu une première, mais c'est sans doute pas une dernière. Donc il y aura sans doute cette question qui va se poser aussi à l'avenir. Alors, on continue notre petit voyage. On va chez nos voisins anglais. Alors, il y a toujours ce lieu commun qui dit que les Anglais font jamais rien comme les autres. Alors, en fait, ça se vérifie ici, vous allez voir. Donc, en Angleterre, vous avez effectivement un risque inondation. C'est une habitation sur 6 qui est sujette au risque d'inondation. Et puis, vous avez aussi le risque lié à l'érosion des côtes, le risque de submersion qui est également très fort. Donc, quel système ils ont trouvé? Alors, évidemment, c'est un système qui est indépendant des financements de l'État. Donc, c'est un système qui a été créé, alors qui est assez récent. Il a été créé en 2016 par le gouvernement avec la coopération des assureurs de place, sans financement de l'État. Et le principe, c'est que c'est une société de réassurance qui fournit une protection facultative, c'est-à-dire que en fait, les assureurs peuvent choisir de se réassurer auprès de Flodray pour toutes les habitations à usage privé de construction antérieure à 2009, et c'est l'assureur principal qui va gérer le sinistre. Et puis, ça c'est assez classique, vous avez une prime, ça c'est l'effet de mutualisation, et c'est pour ça qu'on rend le risque assurable. Vous avez une prime qui ne dépend pas du risque, mais qui dépend que de la valeur du bien. Donc c'est ce qu'ils appellent le Council Tax Bond. Donc selon votre niveau vous avez des valeurs de biens, des tranches de valeurs de biens, et c'est ça qui détermine la prime. Donc jusqu'ici c'est assez classique, mais là où c'est original, c'est qu'ils ont décrété que Flodray va fermer en 2039. Donc ça va s'arrêter, et donc le rôle de ce réassureur finalement, c'est d'aider à faire une transition vers des prix de marché. Et en quoi ils vont aider? Premièrement, ils vont aider en faisant de la prévention, en finançant des reconstructions, c'est les smart, les reconstructions intelligentes, c'est-à-dire en faisant des travaux de protection au passage, etc. Et puis, et ça c'est le point qui est intéressant, c'est qu'il y a ce rôle de pédagogie en disant il faut vous préparer à un monde où on ne pourra pas éternellement assurer cette mutualisation. Et donc, finalement, c'est un peu comme si on prend une analogie. Il y a ce côté pédagogique, c'est un peu, si vous prenez une analogie où vous recevez, par exemple, vous communiquez en France aux assurés, vous dites, voilà, votre prime habitation, c'est 800 €. Et en fait, si vous deviez payer le juste prix de marché, le prix qui correspond à votre risque, ça serait 2500 €, par exemple.
voyez, donc en fait, ça envoie un signal prix, ça envoie une information, et même si on accepte d'avoir cette mutualisation, ça permet de créer de déclencher quelque chose. Et donc, quelque part, avec cette solution, ils ont réussi à résoudre le dilemme entre responsabilité et solidarité, on peut dire. Alors, même si, peut-être qu'en 2039, ça va être... ça, on verra à ce moment-là. Alors, l'autre point, alors j'en parle à ce moment-là parce que ça concerne beaucoup le Royaume-Uni. Et ça, c'est un point aussi d'évolution qui peut être impactant. Donc aujourd'hui, le risque climatique, il est pris en charge au titre de l'assurance dommage. Mais on voit qu'au Royaume-Uni, de plus en plus, il y a des contentieux autour de l'eau qui font qu'il y a des effets de recouvrement et donc d'appel aux garanties responsabilité. Donc il y a une présentation en ligne qui est très intéressante où c'est deux experts de l'assurance RC anglais qui donnent plein d'exemples. Et alors par exemple, c'est si jamais vous faites des travaux d'aménagement pour vous protéger, vous ou votre terrain, contre un risque d'inondation et qu'en conséquence, vous allez déverser votre eau chez le voisin, forcément, vous nuisez à un tiers, donc votre responsabilité est engagée. Pareil, au contraire plutôt, si vous ne faites pas les travaux d'entretien, donc vous avez des canaux, des chenils, etc., et puis vous ne vous entretenez pas, et puis ça génère une inondation chez le voisin, c'est pareil, vous pouvez être appelé en responsabilité. Et puis on a même eu des cas où il y a eu un accident de voiture, et puis la voirie n'avait pas fait son travail d'entretien de la chaussée, et puis du nettoyage, etc., qui fait qu'il n'y avait pas de bon drainage d'eau. Et donc la personne qui a un accident a fait un procès à la voirie et en considérant que c'était elle qui était responsable. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui monte. Avec des injonctions contradictoires entre la biodiversité et cette injonction-là, puisque souvent il y a des grenouilles, des nids, sur les caniveaux, ça pose beaucoup de problèmes de biodiversité. Donc ça, c'est un risque qui monte et c'est pas neutre pour les assureurs parce qu'un risque dommage et un risque RC, c'est pas le même horizon de temps, c'est pas le même coût de gestion, il y a du contentieux, il y a plus de provisions, donc il y a plus de capital. Donc ça, c'est un point qui peut être impactant pour le marché de l'assurance. En France, on n'est pas encore tout à fait dans cette situation. Alors ça peut venir, avec le bétonnage. Voilà, tout à fait. Et puis en France, on a un domaine public qui est quand même plus important qu'en Angleterre. Donc je pense que le risque de contentieux, il est plus dans la juridiction administrative. Et notamment, on risque de voir des plaintes contre des édiles, contre des communes, contre des services de voirie, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc. Donc ça, c'est aussi un point qui peut apparaître. Alors, on va maintenant, toujours en Europe, on va continuer notre petit voyage avec un pays émergent et un système d'assurance donc obligatoire contre le risque de catastrophe donc en Roumanie. Alors, un petit mot d'abord sur les risques naturels en Roumanie. Donc, vous avez effectivement au sud du pays toute la plaine du Danube et donc avec un risque d'inondation important. D'ailleurs, ils ont été très touchés par c'était Boris, les précipitations qu'il y a eu en septembre. Il y a eu de gros dégâts. Toute la partie nord-ouest, on va dire, c'est des zones montagneuses avec les Carpates, donc ce sont des zones sismiques. Et puis, glissement de terrain, parce que vous avez énormément aussi de cours d'eau, donc qui peuvent devenir torrentiels et puis qui peuvent emporter les habitations sur leur passage. Donc quand même pas mal de risques naturels. Alors, comment ça fonctionne le régime en Roumanie ? Donc déjà, le premier point, c'est ce que je disais, c'est un régime, alors ça a été créé, c'est assez récent, ça a été créé en 2009 sous l'impulsion de la Banque mondiale et c'était le cahier des charges, sans intervention de l'État. Bon, parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait dans ces pays-là, il y avait des sujets quand même d'État qui n'étaient pas totalement stables. Et donc, c'était la volonté de créer un système qui soit indépendant de l'État et indépendant du financement de l'État, qui avait d'autres priorités, on va dire, à ce moment-là. Donc, c'est un système qui est sur le papier qui est très simple.
vous avez en fait une prime unique. Alors l'essentiel des polices sont en type A, hein, c'est-à-dire c'est les immeubles bâtis avec du matériau solide. Donc c'est, vous voyez, 26 € par an, donc c'est pas très cher, hein, pour une somme assurée de 20 000 €. Ça c'est le principe. Ça c'est la partie obligatoire. Après vous pouvez souscrire à une assurance facultative auprès d'un assureur privé du marché pour vous couvrir sur des sommes assurées plus élevées pour ces risques-là. Et pour souscrire une facultative, vous êtes obligé de souscrire ce régime-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Roumanie, pour des raisons historiques, 95% de la population est propriétaire de son logement. Et donc, souvent, c'est le seul, c'est un élément important, ou le seul élément de patrimoine. Donc, c'est important. Alors, est-ce que, voilà, ça c'est sur le papier, est-ce que ça marche maintenant, ce système? Alors, dernière chose peut-être aussi, c'est le plus gros acheteur de réassurance, hein, c'est 1,3 milliard ils sont couverts sur la période de retour 200 ans sur les événements que j'ai évoqués, donc 1,3 milliard programme de réassurance sur ce régime. Alors, est-ce que ça marche? C'est la grande question. Eh bien, pas encore complètement, j'ai envie de dire. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a un petit graphique avec l'évolution du taux de pénétration. Donc, le taux de pénétration aujourd'hui, il est de 23%. Il a beaucoup monté, vous voyez qu'il progresse, hein, chaque courbe correspond à une année, donc il progresse régulièrement. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisant. Si jamais il y a un sinistre, les experts pensent que l'État sera obligé d'intervenir. Et les experts disent que grosso modo, il faut qu'on soit autour à partir de 40% de taux d'équipement pour que l'État dise, si jamais il y a une catastrophe, nous, on a une priorité, c'est de s'occuper des infrastructures, etc. Il y avait un régime obligatoire, vous n'êtes pas assuré, tant pis pour vous. Donc là, on n'est pas encore à ce niveau-là. Alors pourquoi? Il y a des raisons culturelles. Il y a un manque de confiance peut-être dans le système. Il y a aussi, je dirais, des choses culturelles comme la solidarité entre les voisins, la solidarité familiale qui est beaucoup plus forte, hein, que ce qu'on peut connaître en France. Voilà, qui font que les gens se disent que c'est pas pour moi, ou je suis à l'abri, ou de toute façon je vais me débrouiller. Hein. Donc ça, c'est une question de l'importance de développer cette culture du risque. Alors c'est un système qui est un petit peu complexe parce que vous êtes obligé, ça aurait été plus simple d'avoir un seul guichet, vous achetez une police d'assurance MRH et puis c'est inclus dans le système, la couverture 4 est incluse, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc ça c'est un enjeu. Et l'autre enjeu également, c'est ce qu'on a appelé la durabilité opérationnelle, alors qu'on a vu, on a vu l'exemple avec l'Espagne, mais c'est particulièrement important pour les pays émergents. Vous n'avez rien de pire comme situation qu'un régime qui est bien capitalisé, qui a un programme de réassurance, mais qu'au moment où la catastrophe survient, vous ne pouvez pas payer vos sinistres. Parce que vous n'avez pas les process, vous n'avez pas la capacité à faire. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et donc, ils ont énormément travaillé là-dessus. C'est un Français qui est président de PAID, de ce régime depuis plus de 10 ans. Et ils ont énormément travaillé sur ce sujet, ce qu'ils ont appelé la durabilité opérationnelle. Hein, c'est eux qui l'appellent comme ça. Et en fait, c'est quoi? C'est d'être capable de payer en 3 mois les sinistres, quelles que soient les conditions. Et pour ça, il y a un certain nombre on va dire, de méthodes. Alors, ce n'est pas forcément l'objet de la présentation d'aujourd'hui de rentrer dans ce niveau de détail, mais c'est juste pour insister sur le fait que, particulièrement dans les pays émergents où vous avez un État qui peut être, on va dire, moins organisé ou avec des capacités financières moindres, c'est très important que l'assureur soit au rendez-vous des sinistres. Voilà. Et donc, vous voyez, alors j'ai mis quelques exemples. Il faut que ça soit... vous puissiez en fait faire une photo de votre sinistre. Vu les montants des sommes assurées, hein, ça va vite. Hein. Vous savez si le bien est complètement détruit, vous savez combien vous devez payer. Donc, on atteint vite les sommes assurées. Donc, il faut que ce soit très simple. Il faut que ça marche avec un minimum de choix. Il faut que ça marche, que vous soyez connecté ou par Internet, etc. Enfin, toute une série de méthodes sur lesquelles ils ont travaillé. Et donc, voilà, là, ils ont communiqué sur le fait qu'ils sont
que c'est leur priorité absolue d'être capable de payer les sinistres. Donc finalement, en conclusion, sur les pays émergents, c'est une couverture simple avec une prime relativement réduite qui permet en gros de redémarrer. On ne va pas y chercher à compenser la totalité du capital, mais on va donner un paquet pour ne pas se retrouver complètement sans rien. C'est une indépendance effectivement vis-à-vis des financements de l'État et un taux d'équipement élevé, bien sûr, pour éviter cette négation de l'assurance par l'intervention de l'État et la durabilité opérationnelle dont je viens de parler. Alors, on peut passer à l'exemple suivant. Alors, on va parler de la Nouvelle-Zélande. On va un peu plus loin cette fois-ci. On quitte l'Europe. Et donc, alors, la Nouvelle-Zélande, ça vous le savez sans doute, c'est un peu des champions en termes de risques naturels, puisqu'ils sont exposés donc, aux tremblements de terre, glissements de terrain, éruptions volcaniques, activités hydrothermales, tsunamis, tempêtes et inondations et incendies liés aux risques que je viens d'évoquer, par exemple les éruptions volcaniques. Donc ça fait une concentration de risques naturels. Donc ils ont créé une commission, alors qui existe depuis les années 50, qui s'appelait précédemment la Earthquake Commission. Et ils ont changé le nom l'année dernière. C'est devenu donc Natural Hazard Commission, donc pour illustrer en fait le fait qu'ils adressent bien l'ensemble des périls. Alors comment ça fonctionne? Donc c'est une entité publique, cette commission, qui est gérée par le gouvernement, mais qui a sa capacité juridique propre. La spécificité, c'est qu'il y a une limite de somme assurée à 300 000 $ néo-zélandais, donc ça fait à peu près 150 000 €. Ils ont un taux de prime qui est fixé à 0,16% de la somme assurée. Donc si tout le monde paye pareil, en fait, quel que soit votre lieu d'habitation. Donc il y a une prime maximum de 480 $, vous voyez, ça fait à peu près 250 € par an. Et si vous voulez avoir une couverture plus importante, il faut souscrire une police facultative auprès d'un assureur privé. Ensuite, c'est l'assureur privé qui va gérer la couverture, qui va gérer la police et le sinistre. Et puis, ça c'est un peu comme en France, ils ont un rôle d'information, prévention, recherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils couvrent, alors on va le voir plus tard, il y a une exception, mais comme ils couvrent un scope très large de périls, il y a une forme de synergie. Quand ils abordent le sujet de la prévention, ils le font vraiment avec une vision 360. Et ça, c'est vrai que c'est un point en France qu'on a un peu moins, parce qu'en fait, c'est vrai que la CCR est focalisée plutôt sur les dommages de nature catnat, puis la tempête, les sujets, souvent, c'est un peu séparé. Donc là, ils ont une vision un peu plus d'ensemble. Alors, sur le papier, pareil, ça a l'air plutôt pas mal comme ça. Et quels sont les enjeux de ce système? Alors, c'est un enjeu, on va le voir, de financement. Alors, je vais vous montrer, j'ai repris une citation, en fait il y a un rapport, chaque année le ministère des Finances publie un rapport sur la stratégie financière du régime, qui a vocation un petit peu à expliquer la décision sur le taux de prime. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Donc monsieur David Seymour, qui est le ministre des Finances associé, il nous dit, bon à court terme, le taux de prime il est suffisant, mais à long terme c'est pas suffisant. Donc on sait que le taux actuel n'est pas approprié, et il dit que de toute façon, s'il se passe quelque chose, il y aura l'intervention de l'État. En gros, ça c'est le message un peu politique. Donc c'est un peu ambivalent parce qu'il essaye d'être rassurant, mais en même temps on sent que il a beau être souriant, on sent que quand même c'est pas complètement confortable. Et dans ce rapport qui est très intéressant, et pour moi qui est vraiment un modèle de pédagogie et de transparence, vous avez les actuaires de la commission qui présentent des simulations. Alors ils en font à horizon, vous voyez, à horizon 5 ans, et puis ils vont même jusqu'à un horizon de 15 ans, où ils
présente l'évolution du solde, enfin du capital du régime, et avec, vous voyez, des intervalles de confiance, enfin tout ça c'est bien expliqué. Et donc ce qu'on voit, hein, c'est qu'il y a une probabilité d'appel à l'argent public qui est forte. Là, vous avez à droite un tableau où ils ont calculé par tranche de montant la probabilité d'avoir un appel à l'argent public, soit sous forme de prêt, soit sous forme de subvention. Et vous voyez qu'on est à 35% à horizon 5 ans de probabilité d'appel à l'argent public. Donc ça, c'est quand même un élément de communication et de transparence qui est, je trouve, appréciable et qui permet de regarder les choses en face aussi sur finalement le choix politique, parce qu'il y a les éléments techniques et puis après il y a la décision politique. Est-ce qu'on est prêt à augmenter le taux de prime, jusqu'à quand? Est-ce qu'on baisse les couvertures, etc. Et puis le dernier point peut-être aussi qu'on peut évoquer concernant la Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a un risque qui n'est pas couvert par ce régime, c'est le risque tempête. Et les primes tempête ont augmenté en 2024 de 50% dans certaines régions, et ce qui commence en fait à pousser certains assurés à diminuer les sommes assurées, parce que vous pouvez choisir votre somme assurée, ce qui n'est pas le cas tout à fait en France, hein. Et donc là les gens commencent à dire on arrive à la limite, nous, de ce qu'on est prêt à accepter comme, entre guillemets, sous couverture. Alors, donc, dernier exemple concernant donc, les différents, ces panoramas de différents régimes, alors là c'est plus un contre-exemple qui illustre les risques de dérive de l'intervention publique avec un assureur en Floride. Alors, c'est vrai que ça c'est un point important parce que quand vous avez effectivement l'intervention de l'État et on va dire de l'utilisation de fonds publics, vous avez deux dangers. C'est le premier, c'est un sentiment que l'argent est illimité en quelque sorte, puisque l'État c'est une puissance financière énorme. Donc finalement, qu'est-ce que c'est un petit risque climatique par rapport à la puissance financière de l'État? Et puis le sentiment aussi que c'est pas moi qui paye, mais c'est l'autre. Enfin, c'est un peu diffus. Donc ça illustre en fait le risque qu'on a avec cet assureur. Donc Citizen, ça a été créé à la suite de l'ouragan Andrews. Donc ça a une longue histoire, hein. Il y a eu des hauts, des bas, une histoire voilà, qui est très riche. Mais disons que les points importants qu'on peut souligner, c'est il y a trois phénomènes qui ont créé la dérive. Le premier, c'est un marché immobilier qui a été complètement déconnecté des risques réels. Donc, c'est-à-dire que les gens pouvaient s'installer, comme c'est tout, enfin, les gens pouvaient s'installer où ils voulaient, donc sans respect pour le code de l'urbanisme, ou alors tout simplement un code d'urbanisme qui n'était pas maintenu à jour et aligné sur les différents risques, sur la dernière évolution des risques. Ensuite, et là les montants sont assez comment dire, frappants. Vous voyez, sur une période de 10 ans, donc c'est une estimation, c'est une étude du régulateur de la Floride, 51 milliards de prestations réglées, 71% ont été mis dans la poche des avocats et des experts sinistres, ou des conseillers en tout genre. Donc ça, c'est une deuxième source de dérive. Et troisième source de dérive, des tarifs et une solvabilité inadaptée. Et donc ça, c'est le CEO de Citizen qui le dit. Donc des primes 55% en dessous de leur niveau actuariellement solide. Et un montant de solvabilité aussi de capital insuffisant. Et donc qui oblige, en cas de sinistre, à augmenter la cotisation, parce que c'est une cotisation qui finance cet assureur, c'est une cotisation sur tous les contrats MRH de l'État. Donc voilà, alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun exemple d'assureur de dernier recours qui fonctionne? Je ne pense pas. Il y en a en Texas, qui s'appelle Texas Windstorm Insurance Association, qui a pour objectif de couvrir en fait les côtes
de Floride, où on n'est pas, où c'est quand même mieux géré, mais on voit un peu le risque de dérive que ça présente. Alors ensuite, on avait un point sur les 4 bombes, mais ce que je vous propose, c'est peut-être d'y revenir dans la séance de questions-réponses, il y a des questions dessus, et on peut directement aller à la conclusion. Donc, quelle piste de réflexion pour pérenniser un régime CatNat dans un contexte d'accroissement du risque au regard de tout ce qu'on a vu? Alors, le premier point, peut-être le premier point, et ça fait écho à l'introduction, c'est de souligner qu'on a, en France, finalement, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un système globalement qui est quand même très efficace. À la fois, on voit que c'est les assureurs, je dirais, privés qui ont la gestion opérationnelle des sinistres. Donc, il n'y a pas plusieurs... l'assuré sait à qui s'adresser. Il y a une qualité de service, il y a un souci de qualité de service, etc. Et en même temps, on a derrière le soutien financier de l'État qui limite la perte maximum du marché. Puisqu'il y a le code-part, mais il y a aussi le stop-loss, ce qui fait que la perte cumulée, en fait, elle est limitée pour les assureurs de marché. Mais la contrepartie, c'est le coût de ce système. Et là, on a effectivement au 1er janvier 2025 une augmentation quand même significative. Le passage de 12 à 20, c'est quand même pas neutre. On va avoir des hausses en MRH de l'ordre entre 10 et 15% sur certaines zones, certains risques. Donc on ne peut pas éternellement augmenter le prix. À un moment donné, vous avez un plafond d'acceptabilité. Et on le voit, l'assurance auto, il y a 700 000 conducteurs en France qui ne sont pas assurés. C'est quand même un risque qui est réel. Ensuite, l'équation complexe des équilibres publics-privés. Donc ça, on en a parlé avec les premiers exemples qu'on a évoqués. On a vu qu'il y a différentes modalités d'intervention de l'État. Mais on a un budget qui est de plus en plus contraint. Et donc, il y a cette question de trouver le bon équilibre. Et ça, c'est un sujet en soi, enfin, c'est un sujet qui est très riche. Importance de contenir la dérive des coûts moyens. Donc ça, on a vu avec l'exemple de la Floride. Alors, là, il y a cette question aussi des sommes assurées. Est-ce que... on a vu, il y a plusieurs exemples en fait de marchés où vous avez une limite de somme assurée. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question par rapport au système français, est-ce que finalement, pour ce qui concerne la solidarité nationale, il ne faudrait pas fixer une limite, parce qu'entre une maison à 400 000 euros et puis une maison à 3 millions d'euros, est-ce que c'est normal que la solidarité nationale prenne en charge la totalité de la somme, etc. Donc ça, c'est une question. Et il y a aussi une question connexe, c'est est-ce qu'on peut accepter que des personnes soient couvertes sur un niveau de somme assurée inférieur à la valeur de leur bien? Parce que ça, c'est un moyen aussi de baisser le coût. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous baissez la somme assurée, vous baissez aussi la prime. Mais est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce qu'il faut compenser en totalité le sinistre? Ou est-ce qu'on peut rentrer dans un système hybride avec un système de solidarité qui limite, et puis au-delà, une couverture facultative? Ça, on l'a vu, on a donné l'exemple, informer l'assuré sur l'écart entre la prime payée et la prime actuarielle, c'est-à-dire envoyer un signal prix, même si le signal prix ne se répercute pas dans le prix réellement payé. C'est-à-dire que c'est simplement en disant, vous bénéficiez d'une solidarité nationale, donc ça, c'est précieux, donc faites aussi vos efforts, votre part de l'effort pour maintenir ce système. Alors ça, il y avait une question à la présentation juste avant, pourquoi pas étendre aussi le régime de solidarité nationale à l'ensemble des périls qui présentent des enjeux d'assurabilité, parce que ça permet, on l'a vu, il y a un phénomène de mutualisation, et puis sur la prévention, vous avez une vision à 360, donc quand vous faites des travaux de prévention, vous pensez aux inondations, vous pensez aussi à la tempête, vous pensez aux dégâts du vent, etc. Et développer la culture de risque. Donc ça, c'était l'exemple néo-zélandais, où il y a une transparence sur le financement, sur les équilibres financiers futurs du régime. Parce qu'il y avait une remarque aussi à la présentation précédente. Est-ce que
le régime CatNat en France est quand même assez compliqué, le mode de financement est quand même assez compliqué à comprendre. Est-ce que les gens sont bien conscients de comment ça fonctionne, comment c'est financé, etc. Ça, je ne suis pas sûr. Et puis, dernier point qui est presque le plus important, c'est plus que la prévention, moi j'appelle ça investir dans la technologie, les méthodes. Par exemple, là, aux Pays-Bas, ils appellent ça laisser de la place à la nature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi respecter la puissance de la nature et puis s'adapter au milieu dans lequel on vit. Et ça a évidemment un impact à long terme. Enfin, c'est quelque chose de fondamental pour qu'on continue à assurer un régime qui fonctionne. Voilà, mais écoutez, on va peut-être pas aller plus loin. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai pas l'impression qu'il arrive. Ah, elle est là, voilà. Bon, parle fort. Il y avait 5 minutes. Je ne sais pas, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. On entend là, c'est bon? Oui, vas-y. En tout cas, je vous remercie, c'est très intéressant. Pour la Hollande, il y a un petit détail, je crois, qui mérite d'être signalé, et d'ailleurs, ça va toucher le point 8, c'est la loi hollandaise dit que la hauteur des digues doit être telle qu'il y a une inondation en moyenne tous les 10 000 ans. 10 000 ans, absolument. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'en actuariat, la théorie des valeurs extrêmes, eh bien, l'exemple, c'est toujours, le cours, c'est ce truc avec cette loi hollandaise. Ça veut dire quoi inondation tous les 10 000 ans quand on a un historique d'un siècle? Vous voyez, donc ça, c'est un truc. Alors, ça pose une deuxième question qu'on met là, et qu'on voit aussi dans la cyber. C'est une discipline qu'on appelle l'ingénierie de la sécurité. En cyber, on le sait, hein, les grosses boîtes, enfin les très grandes entreprises sont mieux protégées parce qu'elles pratiquent. Et cette discipline, elle est bien enseignée et documentée en Angleterre. Par rapport au club des trois en cyber, qui sont Israël, les États-Unis et les Anglais, ils sont bons pour ça. Voilà. Donc on a ça. Et ici, pour les CatNat, on a quand même 2 pays qui, à mon avis, sont un modèle. Premièrement, la Hollande avec ses digues. Et puis deuxièmement, le Japon. Oui, on avait commencé le Japon, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, c'est un peu compliqué, oui, mais dire qu'en construction, dès le départ, on prévoit etc., parce qu'on sait que ça va nous tomber dessus, oui. C'est pas pareil de dire que je fais une maison à 3 millions. C'est le problème des normes, hein. C'est le problème des normes et du contrôle de la construction. Attention, l'ingénierie, c'est pas des normes, mais ça, c'est un autre débat. Non, mais enfin, c'est aussi le problème des normes. Il y a la culture. En France, on n'a pas cette culture. Ah non. Et alors qu'on a la culture de l'assurance, mais on n'a pas celle du risque. Et puis, on a un système de normes. Là, par exemple, on n'a jamais parlé de l'assurance construction. Dans la décennale, il y a des problèmes qui arrivent. Bah oui. Quelle est la part de responsabilité des constructeurs? Il y en a une. Et toute notre organisation juridique, pour le moment, elle est faite pour qu'on ne coince jamais la prévention, finalement. Le système CatNat en lui-même ne pointe pas la prévention. Parce que c'est prématuré. On n'a pas. En principe, quand on fait de vraie ingénierie, on aide les gens. Oui, c'est comme le piano de concert qui va aider l'interprète à voilà. La question, Richard, oui. Je propose qu'on fasse une question et puis. Alors. Merci. J'ai juste une question sur les 2 premiers modèles. Si on fait une comparaison entre l'Espagne et la Hollande, est-ce qu'on peut dire que les Hollandais sont mauvais en assurance et bons en prévention, et l'inverse en Espagne? Est-ce qu'il y a un problème de prévention en Espagne? Parce que visiblement, le système marche très bien en termes d'assurance. Qu'en est-il pour la prévention? Absolument. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que...
Mais nous, on a ce même problème de prévention. Hein. Nous aussi, on est mauvais en prévention. Et rien dans notre système ne fait une corde de rappel sur la prévention. La toute dernière question, et après, il faut qu'on enchaîne. C'est pas une question, c'est un comment. C'est en retard. Hein. C'est pas grave. On va continuer, c'est intéressant. Juste un petit réflexe de compte-rendu. Pour des raisons diverses, j'ai regardé CNN Floride pendant les 2 ouragans. Oui. C'est incroyable la manière dont c'était pratiquement tous les quarts d'heure, où il y avait le présentateur qui expliquait où allait le premier ouragan, qui se baladait et tout. Et pour prendre un exemple précis, j'étais à Tampa. Et à Tampa, à minuit, on devait être laminé. Et à 2 heures du matin, le truc est passé à 50 km au sud. Donc, on n'a rien ne s'est passé. Et en plus de ça, les Américains sont prêts, eux, à reconstruire. Oui. Sans faire appel à l'assurance. Il y a une différence culturelle par rapport aux Européens qui est incroyable. La construction n'a pas la même valeur affective. Bien entendu, mais enfin... Ils sont moins pauvres qu'en Roumanie. Écoutez, il nous reste merci de votre présence. Et puis nous, on va continuer parce que là-dedans, il y a quand même des idées, aussi bien dans l'atelier d'avant que dans le nôtre, des idées pour travailler sur le partage du risque. Merci.